Démocratique du Congo, 52 femmes, toutes des personnalités du monde, ont signé une déclaration sur les viols comme armes de guerre et l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC. Parmi les signataires figure l'ex-ministre française Ramayad, notamment Ingrid Betancourt et l'avocate Gisèle Halimi. La déclaration est adressée entre autres au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, au président américain Barack Obama et français François Hollande. L'initiative est soutenue par des centaines de personnalités congolaises, dont l'incontournable docteur Denis Mukwege, directeur de l'hôpital Panzi à Bukavu dans le sud Kivu. Malheureusement, ça continue. Le mois de mai, ça ne peut pas être un hasard que des enfants, des bébés, qu'on en viole 11 dans une seule localité et abandonnés, dont 2 étaient mortes. Et donc moi je pense qu'on ne peut pas dire que ce sont des cas isolés. Ces bébés, elles sont encore à l'hôpital en soins. Il y a celles qui sont partis. Vraiment, il faut lutter contre l'impunité. Au niveau local, est-ce qu'on est toujours dans cette situation d'impunité réellement? Est-ce que quelque chose n'est pas fait? Est-ce que l'on n'arrive pas à retrouver ces criminels? Je crois qu'il y a vraiment la volonté de les trouver. Nous, on s'est investi. Il a fallu que je fasse un communiqué de presse pour lancer un cri d'alarme, mais apparemment, c'était un silence total. Et moi, je pense que des situations comme ça devraient être dénoncées avec force au niveau des organisations tant nationales qu'internationales, mais aussi au niveau gouvernemental. Cela fait des années que vous allez d'un pays à l'autre pour dénoncer ces crimes contre les femmes, contre les enfants. Aujourd'hui, une initiative a été prise. Est-ce que vous en êtes à l'origine de cette initiative, donc de signature de ces femmes du monde entier qui dénoncent cela et demandent justement un tribunal pénal international pour la RDC? Ces femmes qui ont senti que c'était un besoin de pouvoir accompagner les femmes congolaises, je dis d'abord merci beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour elles. Et deuxièmement, en fait, pour moi, on ne peut pas sacrifier les droits des femmes, on ne peut pas sacrifier la justice sur l'autel de la paix. Et malheureusement, sans justice, on n'aura pas la paix et donc un cercle vicieux. Docteur Mukwege, de nombreuses initiatives ont été prises jusqu'ici. De nombreuses actions ont été engagées. En voici une nouvelle. Est-ce que selon vous, la communauté internationale pourrait permettre cela? Je suis très content de constater par exemple que le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, son Excellence M. William Hague, l'année passée, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a lancé l'initiative de la Grande-Bretagne pour lutter contre la violence et le viol comme arme de guerre. Et il y a un mois, son Excellence, le secrétaire d'État américain John Kerry, à son discours au Conseil de sécurité, était très fort. Je pense que ce sont des messages très encourageants. Il y a l'accord d'Addis Abeba. Donc je crois qu'il y a des actions aujourd'hui qui donnent espoir et je crois que c'est une initiative, il faut jamais désespérer, mais il faudrait qu'on puisse en fait faire un lien entre la parole ou ce qu'on écrit et l'action. Ça peut avoir un effet dissuasif très important. On l'a vu dans les autres cas où il y avait eu des viols, où il y avait eu des crimes, des guerres et crimes contre l'humanité. C'est un instrument international qui a dissuadé les criminels. Pourquoi pas au Congo? Le docteur Denis Mukwege, directeur de l'hôpital Panzi à Bukavu, au sud Kivu. Info zapping du mardi. Des milliers de Rwandais expulsés de la Tanzanie ont regagné leur pays ces derniers jours. La Tanzanie dit ainsi vouloir protéger les citoyens tanzaniens des criminels. Selon des chiffres publiés par les gardes frontières rwandais, quelques 3000 retours ont été enregistrés le week-end dernier, à raison de 1000 par jour. Kosivitiasu. Sur la route du retour dans leur pays d'origine, ces Rwandais vivant en Tanzanie ont apporté avec eux, selon des témoins, matelas, ustensiles de cuisine et effets personnels. Le délai de 2 semaines donné par les autorités tanzaniennes pour quitter le territoire a expiré. Elles avaient prié tous les illégaux de quitter le pays avant le 29 juillet dernier. Pour l'instant, ces réfugiés ne comprennent pas les mobiles de leur renvoi au Rwanda et se disent être victimes de la mésentente entre les deux États. Pour Alfred
Twagiramungu, ancien président de la Ligue rwandaise des droits de l'homme. Les raisons de ces expulsions peuvent être multiples. Il y a deux aspects des choses. Un premier, vous voyez, la date du 30 juin devait limiter tout Rwandais qui cherche à se considérer toujours comme réfugié. Ça, c'est un. Alors, est-ce que la Tanzanie est dans cet aspect de demander à tout Rwandais de rentrer pour ne pas considérer les réfugiés chez soi? Nous sommes après la date, donc les accès peuvent être observés. C'est pourquoi nous sommes dans l'embarras. Est-ce que c'est la date qui plaît, c'est la Tanzanie, ou c'est l'aspect politique entre les deux présidents? Donc, c'est dire, OK, comme les Rwandais étaient au Congo, il y a eu un désordre et plus de guerre. Mais pour l'ancien président de la Ligue des Grands Lacs, Joseph Sanane, la deuxième hypothèse serait plus crédible. Les autorités tanzaniennes n'ont pas apprécié leur position vis-à-vis de la crise congolaise, mais aussi vous savez qu'il y a des militaires tanzaniens qui font partie désormais du contingent de la MONUC. Le Rwanda considère que la Tanzanie n'est pas tout à fait neutre par rapport à cette question. La raison pour laquelle je pense qu'il y a des divergences de vues. Selon le gouvernement tanzanien, 32 000 personnes sont concernées par ces expulsions. Il s'agit en majorité de Tutsis rwandais. Certains vivent en Tanzanie depuis les premiers accrochages entre Tutsis et Hutus au Rwanda en 1959. D'autres sont même nés en Tanzanie et y ont fondé leur famille. Merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour la République démocratique du Congo, les associations de défense de l'environnement tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Elles s'opposent à l'exploitation pétrolière dans le joyau qu'est le parc des Virunga, c'est au nord de Goma, dans le nord Kivu. Les autorités congolaises ont pourtant déjà autorisé l'exploration sur ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Morgane Guiriec a joint Raymond Lumbwenamo, directeur en RDC du WWF. Si on exploite le pétrole, on risque de perdre le parc. Partout où on a exploité le pétrole, les dégâts dus à la pollution, au déversement de produits pétroliers dans les lacs, par exemple, le lac Albert, le lac Édouard, pourraient éventuellement aboutir à une pollution des eaux qui risque de nuire aux ressources halieutiques. 2 millions de personnes vivent d'une manière ou d'une autre du poisson. La pollution du lac pourrait amener à perdre cette source de revenus, source d'aliments. D'autre part, le parc de Virunga est dans un milieu sismique. Une perturbation géologique pourrait aboutir à des risques d'éruption volcanique. Il y a donc un impact environnemental, mais aussi un impact économique. Tout à fait, oui. Le parc, s'il est maintenu, il peut produire de revenus pendant de longues générations. Et si on passe à un champ pétrolier, en ce moment-là, nous allons l'exploiter pendant un certain temps, et puis le pétrole s'épuise, mais nous aurons derrière nous un environnement qui sera plus capable de produire quoi que ce soit, et nous aurons perdu un bijou. Le parc est classé patrimoine mondial à l'UNESCO. Est-ce que ça ne devrait pas le protéger de toute exploitation dommageable? En principe, oui. Le Congo ayant signé les conventions avec l'UNESCO, le Congo ayant dans ses lois une clause qui dit qu'on ne peut pas exploiter, faire des activités extractives dans un site comme celui-là, on est très étonné de voir que le Congo a donné des permis d'exploration à une compagnie. Voilà, c'était notre ami du WWF Raymond Lumbwenamo en RDC. À présent, vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo voisine, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, la mission de paix onusienne, Martin Kobler, a pris ses fonctions ce mardi. Le diplomate allemand est habitué des opérations de maintien de la paix de l'ONU, puisqu'il a notamment officié en Afghanistan et plus récemment en Irak, comme le souligne le correspondant de Radio Okapi, Richard Junior Kamunga, qui a suivi les premiers pas de Martin Kobler à Kinshasa. Au cours de cette cérémonie au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa, Martin Kobler a déclaré, nous citons, « Nous avons la responsabilité de servir le peuple congolais et de l'aider à extirper de l'ombre d'un conflit vicieux qui a duré trop longtemps. » Il dit être convaincu que la sécurité, la paix et le développement durable sont à notre portée, surtout dans l'est du pays où les populations ont tant souffert. Titulaire d'un diplôme de droit de l'Université de Bonn en Allemagne, Martin Kobler
60 ans, marié et père de 3 enfants, a une vaste expérience dans l'élaboration des politiques internationales relatives aux zones de conflit. De 2000 à 2003, il a été chef de cabinet de l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer. Il a passé plus de 25 ans dans ce ministère et a été ambassadeur de son pays en Irak et en Égypte. Avant sa nomination, Martin Kobler était le représentant spécial et chef de la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak. Auparavant, il était représentant spécial adjoint à la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Voix de femme. Julienne Lussanguet est un défenseur des droits humains et une militante travaillant contre la violence sexuelle et de genre dans les régions ravagées par la guerre à Béni et dans l'Ituri en République démocratique du Congo. Elle est la coordonnatrice de la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, la Sofepadi. Des propos recueillis par Kéline Kouté de Radio Okapi. On était fatigués. On avait déjà travaillé plus de 16 ans sans salaire. Donc, nous, on s'est dit, mais comment on va continuer? Tu vois, une femme journaliste, tu dois être présentable quand tu vas devant les gens, tu dois faire des interviews, tu dois aller dans les réunions. Alors, ce sont les Belges qui subventionnaient la radio. Quand Mobutu les a chassés, ils sont partis avec leur argent, donc il n'y avait plus rien. Alors, on est resté quand même continuer notre travail parce qu'on avait une émission spéciale qu'on intitulait Femmes et famille. Et ça traitait toutes les questions des femmes, des droits, de l'éducation, de la santé, la justice et tout. Quand nous, on était fatigués, on se disait non, on va laisser tomber. Et quand on voulait laisser tomber, les femmes nous écrivaient pour dire non, il ne faut pas laisser tomber. Continuez. Mais on ne pouvait pas continuer à aller dans les villages, prendre les interviews comme on le faisait, parce qu'il n'y avait plus moyen de se déployer. Alors, j'ai dit à mes collègues, est-ce que nous ne pouvons pas initier une organisation? Comme ça, on travaille comme indépendante, mais on demande à la radio de nous donner une plage d'émissions où nous allons chaque fois diffuser des émissions en tant qu'association. Et c'est ce que nous avons fait et nos autorités à la radio, elles ont accepté de nous donner la plage et c'est comme ça qu'en avril 2000, nous avons commencé Sofepadi. Alors nous nous sommes donné 3 objectifs. C'est d'abord la promotion et la défense des droits des femmes et aussi l'implication des femmes dans la recherche de la paix, la restauration de la paix et le plaidoyer. Donc nous devrions aller partout pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Vous avez créé Sofepadi en avril 2000. Sofepadi qui signifie Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral. Oui, c'est justement le développement intégral. La promotion des droits. Les droits, ça implique tout l'être humain. Donc la santé, la justice, l'économie, la démocratie, tout ça c'est dans le droit de la femme. Lorsque vous avez créé cette association, vous avez vraiment cru en ça? Vous avez pensé que ça allait devenir quelque chose de grand un jour? Oui, parce que nous croyons en nous-mêmes. Nous croyons en nous-mêmes, nous croyons en nos capacités, nous croyons en nos forces. Donc, en tant que femmes, on se connaissait, on a travaillé longtemps ensemble et chacune de nous avait ses capacités à avoir. Et on était accompagné par un monsieur qui travaillait au bureau OCHA à Bunia. Il était vraiment pour la promotion des associations féminines. Et il nous a formés et nous avons pu avancer avec notre travail. Mais au vu de tout ce que vous faites avec cette association, on a l'impression que vous vous concentrez beaucoup plus sur les violences faites aux femmes, les violences sexuelles. Non, c'est pas seulement les violences sexuelles. Nous facilitons l'accès à la justice. Nous avons une psychologue qui fait l'accompagnement psychologique. Nous avons une assistante sociale. Ça, c'est juste pour le bureau de Bunia. Nous avons aussi des animatrices qui vont dans les villages pour mobiliser les communautés à accompagner les victimes. C'est facile pour ces victimes de traduire leur bourreau en justice. Bon, c'est un travail de longue haleine. Nous avons sensibilisé ces femmes. Les victimes ont été formées pour qu'elles puissent intérioriser, qu'elles comprennent d'abord leurs droits, qu'elles comprennent la loi réprimant les violences sexuelles, et comme ça, elles arrivent à porter plainte. Et elles sont accompagnées par des avocats qui les accompagnent du début jusqu'au jugement. Donc, nous payons les frais de justice, nous payons leur transport pour venir au tribunal et nous payons aussi leur séjour. On leur donne à manger, on les loge pendant tout le temps. Est-ce que vous leur garantissez aussi la sécurité? Étant nous-mêmes victimes de différentes menaces, donc nous, c'est notre priorité de regarder quelles sont les questions, les risques pour les questions sécuritaires par rapport à ces victimes. Bien sûr, ce n'est pas à nous d'assurer complètement cette sécurité, ce sont les autorités. Et nous nous référons aux autorités locales dans le cas où il y a une victime qui est menacée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Congo, selon la radio onusienne Okapi, le commandant du premier secteur des forces armées congolaises a béni le colonel Richard Bizamadza et une soixantaine d'éléments avec quelques officiers ont fait défection hier soir au Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Olivier Amouli, porte-parole de la 8e région militaire des FARDC, joint ce mardi par la Voix de l'Amérique, a confirmé cette information, rappelant que Bizamadza est un des ténors de l'ex-CNDP, dont la plupart des anciens membres forment le M23, à commencer par Bertrand Bisimwa, son président. Cette défection est la 4e d'un haut gradé de l'armée congolaise au sein du premier secteur des FARDC en 18 mois. Les violons ne s'accordent plus au sein de la société civile, d'autre part du Nord Kivu, à cause des décisions impopulaires contradictoires prises par le coordonnateur de cette structure en province. La ville morte qui était décrétée ce mardi par la coordination de cette organisation citoyenne pour inciter l'armée et la brigade d'intervention à continuer la lutte contre le M23 a été contrecarrée par la nouvelle société civile. Explication dans ce reportage de Primo Pascal Roudaïgua, correspondant de La Voix de l'Amérique à Goma. La ville morte décrétée pour la journée du mardi par la coordination de la société civile du Nord Kivu a été un échec. Le président de cette organisation, Thomas Dakin Mwiti, avait invité la population à observer une journée de deuil en faveur des victimes de la guerre du M23 et avait demandé à la population à se prendre en charge si le gouvernement et la brigade d'intervention ne reprenaient pas la guerre contre les rebelles. Nous demandons à la police de nous accompagner dans les actions que nous allons mener contre la MONUSCO, puisque si rien n'est fait, nous voulons que la population se libère. Nous voulons que la population se prenne en charge. La nouvelle société civile, qui est également une organisation citoyenne qui vient de s'implanter au Nord Kivu, n'est pas d'accord avec cette approche. Flavien Chiza est membre de cette nouvelle société civile. Au niveau de la nouvelle société civile, nous avons analysé toutes les turbulences qu'on est en train de connaître les 2 semaines qui viennent de s'écouler et nous avons pensé que ce n'était pas le moment d'appeler la population à la grève ou à la journée ville morte. D'autant plus que la population et toutes les composantes s'attendaient à des actions de grande envergure qui étaient prônées par notre coordination de la société civile, mais néanmoins, on a encore décrété qu'il n'y aura plus des actions de grande envergure. Les acteurs de la société civile ne doivent jamais se tromper de cible et surtout pas de menacer la MONUSCO. Dans les techniques de plaidoyer, vous devez identifier votre cible. Si la cible c'est le gouvernement congolais, on doit le dire au niveau national. Si c'est le gouvernement provincial, on doit le dire. Et nous, la nouvelle société civile, nous n'avons pas la capacité, ni les mandats, de demander à la MONUSCO de partir. Le gouvernement provincial a publié à ce sujet un communiqué menaçant les instigateurs des manifestations et des villes mortes qu'il qualifie de rebelles et qui doivent désormais être sanctionnés conformément à la loi. Le maire de Goma, Kubuya Ndole, a invité ses administrés au calme et à faire confiance au président de la République qui a envisagé 3 possibilités pour mettre fin à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il n'y a plus d'affrontement entre les FARDC et les rebelles du M23, c'est-à-dire que les fronts politiques et diplomatiques avancent. C'est pour cette raison que toute la population est invitée à vaquer à ses activités et laisser le gouvernement congolais et choisir la meilleure voie pour ramener la paix. Usalama urudi. Toutes les activités continuent donc normalement à Goma, contrairement à la volonté de la société civile du Nord Kivu, qui est désormais sommée par les autorités locales à ne plus jamais induire la population en erreur. Goma, Primo Pascal Roudaïgua, La Voix de l'Amérique. Info zapping du mercredi. Et Reinders évoque la possibilité que l'armée congolaise, appuyée par la MONUSCO, mène dans les prochaines semaines des actions contre les groupes armés présents dans l'est de la RDC, en premier lieu la rébellion du M23. Le ministre belge des Affaires étrangères a fait cette déclaration hier à la presse depuis Kinshasa où il est en visite. Selon M. Reinders, il a également indiqué avoir perçu une fatigue des autorités congolaises à l'égard du M23. J'ai l'impression, je cite, que le maximum a été fait et qu'il faudra faire respecter l'intégrité du territoire avec l'aide de la MONUSCO, a-t-il souligné. Une sortie très appréciée par les autorités congolaises. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.
Je pense qu'il ne pouvait pas mieux dire. Nous constatons qu'autour de nous, d'autres États, dans la même situation que nous, comme le Rwanda ou l'Ouganda, refusent systématiquement de parler avec leurs rebelles, pendant que nous avons accepté de nous pincer le nez pour parler avec des criminels jusqu'à présent, sans grand résultat hélas. Je pense que la solution serait que des pressions soient exercées sur ceux qui prennent les pas pour que tous nous puissions respecter la signature de nos chefs d'État à Addis Abeba, respecter la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui prévoit des mécanismes de conciliation et de réconciliation interne dans tous les pays, c'est-à-dire pas seulement la RDC. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a été joint par Nathalie Barge. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous sommes dans l'est de la RDC. Il y a un mois, les combats entre rebelles du M23 et armées gouvernementales reprenaient au nord de Goma. Aujourd'hui, la zone connaît à nouveau un calme précaire. Pendant les combats, les habitants de la ville se sont personnellement investis dans le soutien à leur armée, certains allant même jusqu'à les accompagner au front. En première ligne de cette mobilisation populaire, ceux qu'on appelle les motards ou les taxis-motos qui sillonnent la ville de long en large et savent tout ce qui s'y passe. Notre correspondante Maud Julien est allée à leur rencontre. Voici son reportage. Dans le quartier de Majengo, à la sortie de Goma, non loin de Kanyaruchinya où des affrontements ont eu lieu le mois dernier, les gens se précipitent pour répondre quand on leur demande de quelle manière ils soutiennent leur armée. Nous sommes en train de nous organiser pour collecter $10 par ménage pour donner à nos militaires pour qu'ils neutralisent définitivement les rebelles du M23. Nous voulons la paix. Nous avons assez souffert. Si ce sont les armes qui manquent à nos soldats, notre collecte de $10 pourra ainsi les aider à s'en procurer. Mais ici à Goma, ceux qui ont probablement joué le plus grand rôle, ce sont ceux qu'on appelle les motards ou les taxis-motos, moyen de transport le plus populaire sur les routes difficilement praticables de la capitale du Nord Kivu. Les taxis-motos ont été, pendant les jours de combat, eux aussi mobilisés. Un motard d'une vingtaine d'années qui préfère rester anonyme se souvient. Quand on s'est réveillé, c'était à partir des... J'espère que les attaques avaient commencé, c'était à partir de 4 heures comme ça du matin. Alors, quand on s'est réveillé, vous savez, nous avons un minimum de camions. Et nous, pour les FARDC, ils sont nombreux. Alors, nos camions ne peuvent pas suffire de transporter nos militaires. On a été obligés, nous aussi, comme citoyens, un vrai patriote doit aimer ce pays. Alors, on a été obligés d'aider aussi les gouvernements à transporter les militaires. Donc, dès tôt le matin, oui. Vous alliez les chercher à la base et vous les emmeniez au front? Oui, on les prenait à la base et puis on venait ici. Même si un militaire, même il y a des militaires qui savent conduire la moto, on les donnait même et ils peuvent conduire la moto jusqu'au front. On retourne, on amène, nous avons besoin de l'eau, on part amener l'eau, nous avons besoin de la cigarette. On a voulu que nos militaires soient informés dans les lignes de front. Et tout ça, l'essence et le carburant, c'était vous-même qui payiez pour ça? Oui, c'était nous-mêmes. On payait les carburants à peine de 2 litres seulement, avec 3000 francs. Au lieu que le pays puisse périr à cause de 3000 francs, mieux vaut qu'on perde ces 3000 francs, mais on gagne le pays. En compagnie de 2 motards, nous nous rendons à Kanyaruchinya où des combats ont eu lieu quelques semaines plus tôt. Le village est désert, hormis quelques soldats en poste qui nous accueillent chaleureusement. À quelques mètres de nous, une barrière métallique. Un autre motard, qui préfère lui aussi ne pas être nommé, m'explique que pendant les combats, il n'avait pas le droit de la franchir. Avant, la MONUSCO était ici dans cette barrière. Oui. Okay. Donc ici, en fait, le front est plus loin là-haut à Kibati, c'est ça? Oui. Et vous deviez vous arrêter ici? Oui, ça oui. On vient s'arrêter ici. On s'arrêtait quelques mètres ici. La MONUSCO vous empêchait de passer? Oui, la MONUSCO nous empêchait de passer. Alors nous disions, comment vous pouvez nous empêcher de passer comme ça? Laisse-nous qu'on puisse passer. Vous vouliez aller jusqu'au front? Oui, quand même. On avait souci de ce que nos militaires faisaient. Non, les gens se revendiquent. Beaucoup de motards sont venus à klaxonner, à allumer les lampes de moto. Et pourquoi ils sont en train de nous arrêter de passer? C'est que c'est eux qui nous amènent ces combats ici.
Plusieurs manifestations contre la MONUSCO ont eu lieu à Goma au cours de ces derniers jours. Et les motards sont toujours en première ligne. Ils accusent la mission onusienne de ne pas être assez offensive, voire carrément de bloquer l'avancée de leur armée. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est que les combats reprennent et que l'armée congolaise repousse les rebelles le plus loin possible de Goma. Un sentiment largement partagé par le reste de la population. De retour de Goma, Maud Julien pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. On se tourne vers la République démocratique du Congo. Dans le Nord Kivu, la défection du commandant du premier secteur des forces armées congolaises, le colonel Richard Bisamasa, et d'une soixantaine d'éléments dont des officiers a suscité des inquiétudes. Il s'agit de la 4e défection d'un haut gradé de l'armée congolaise au sein du premier secteur des FARDC en 18 mois. Alors pourquoi tant de départs? Pour mieux comprendre la situation, nous avons joint Marc-André Lagrange de l'International Crisis Group. Le phénomène de défection au sein des FARDC est un phénomène relativement courant, ce qui est surprenant dans l'affaire du colonel Bisamasa. C'est le moment où intervient cette défection, parce que jusqu'à présent, il était commandant par intérim de la place de Béni et il avait fait un travail relativement de bonne qualité, si j'ose dire, qui démontrait une certaine loyauté envers Kinshasa, une loyauté forte. Donc la question de pourquoi il a quitté maintenant se pose réellement. Ensuite, beaucoup sont allés à des conclusions très rapides, c'est-à-dire que c'est effectivement un colonel qui est issu du CNDP, qui a été intégré dans la FARDC après 2009, et la conclusion immédiate qui a été donnée, c'est qu'il est parti pour rejoindre les M23. Sur ses intentions, je ne peux pas commenter parce que je ne le sais pas. Par contre, ce qui paraît étonnant, c'est que si jamais cet officier veut rejoindre le M23, je dirais qu'il n'est pas parti dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il a fait défection avec certains de ses hommes vers le nord-ouest de Béni, et le M23 se trouve actuellement au sud-est. Donc, on peut se poser la question de savoir quelles sont ces raisons réelles. Certains font valoir que l'un des motifs qui pourrait motiver ces défections serait le manque de salaire. Les salaires ne seraient pas versés régulièrement? Alors, effectivement, il y a eu des efforts qui ont été faits au sein des FARDC pour payer les salaires de manière plus régulière à travers la bancarisation. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. D'abord parce qu'il y a des banques partout au Congo et que les militaires étant en opération, ils ne sont pas obligatoirement dans des zones où ils ont accès à des banques. Et effectivement, au Nord Kivu, les militaires FARDC se sont déjà plaints à Goma du fait qu'ils ne recevaient pas bien leur salaire. De plus, pour certains officiers, cette bancarisation, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire qu'avant, les salaires étaient payés via les officiers qui recevaient l'ensemble de l'enveloppe financière et puis après la redistribuer au sein de leur troupes. Et donc pouvaient détourner une partie de l'argent. Aujourd'hui, avec la bancarisation, ces officiers n'ont plus de mal et certains n'ont même plus accès du tout à l'argent. Donc ça peut constituer une raison tout à fait valable pour un officier FARDC de quitter et de faire défection, le fait que soit il ne reçoit pas son salaire, soit il n'a plus accès à des moyens de détournement financier. Monsieur Marc-André Lagrange de l'International Crisis Group. Et pour Info Zapping du jeudi. Avec Hélène. En République démocratique du Congo, vive turbulence au sein de la majorité présidentielle après la condamnation à 3 ans de prison ferme de Noindo Nzangi, ce député national du Nord Kivu et membre du MSR, l'un des plus grands partis de la majorité présidentielle. Il a été arrêté dimanche à Goma, transféré à Kinshasa, puis condamné par la Cour suprême pour atteinte à la sécurité de l'État. Alors on lui reproche d'avoir mis en cause la gestion des affaires dans l'est du pays par les autorités lors d'un débat sur une radio locale. Aujourd'hui, son parti décide de suspendre sa participation à toutes les rencontres présidentielles, y compris les concertations nationales initiées par le président Kabila. Écoutez le porte-parole du MSR. La Cour suprême a manifestement violé la Constitution à son article 7 qui dispose qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et nous sommes totalement solidaires, c'est-à-dire le MSR, notre parti, avec notre député Moïse Nzangi Mutondo. Et le MSR n'accepte pas et n'acceptera pas ce verdict. Nous avons
suspendu notre participation à toutes les réunions à caractère politique ou à toute action au sein de la classe politique. Toutefois, nous soutenons le président de la République, Joseph Kabila, et si on ne répare pas le préjudice, le MLCR ne participera pas à tout ce qui a trait aux consultations politiques qui s'annoncent dans les prochains jours au pays. Propos recueillis par Boniface Vignon. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Reinders évoque la possibilité que l'armée congolaise, appuyée par la MONUSCO, mène dans les prochaines semaines des actions contre les groupes armés présents dans l'est de la RDC, en premier lieu la rébellion du M23. Le ministre belge des Affaires étrangères a fait cette déclaration hier à la presse depuis Kinshasa où il est en visite. Selon M. Reinders, il a également indiqué avoir perçu une fatigue des autorités congolaises à l'égard du M23. J'ai l'impression, je cite, que le maximum a été fait et qu'il faudra faire respecter l'intégrité du territoire avec l'aide de la MONUSCO, a-t-il souligné. Une sortie très appréciée par les autorités congolaises. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Je pense qu'il ne pouvait pas mieux dire. Nous constatons qu'autour de nous, d'autres États, dans la même situation que nous, comme le Rwanda ou l'Ouganda, refusent systématiquement de parler avec leurs rebelles, pendant que nous avons accepté de nous pincer le nez pour parler avec des criminels jusqu'à présent, sans grand résultat, hélas. Je pense que la solution serait que des pressions soient exercées sur ceux qui prennent les pas pour que tous nous puissions respecter la signature de nos chefs d'État à Addis Abeba, respecter la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui prévoit des mécanismes de conciliation et de réconciliation interne dans tous les pays, c'est-à-dire pas seulement la RDC. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a été joint par Nathalie Barge. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Jeunes Congolais réunis au sein de l'ONG Paix pour l'enfance recommandent au gouvernement de s'impliquer dans l'encadrement des jeunes pour lutter contre l'enrôlement et l'exploitation des enfants dans des groupes armés. Une recommandation faite lors d'une conférence organisée mercredi à Kinshasa avec l'appui de l'UNICEF. Junior Ntita Tsumami, un enfant soldat, raconte son histoire dans un ouvrage intitulé « Si ma vie d'enfant soldat pouvait être racontée ». Des propos recueillis par Radio Okapi. J'étais enrôlé en 1996. J'avais encore 12 ans et j'étais à l'école. C'est là où on m'avait enrôlé de force à la rébellion, à Kiondo. Et puis on a été acheminé au centre Rumangabo et c'est là où on nous avait appris que vous devez devenir des militaires. Et quand on était devenus des militaires, d'abord pour devenir militaire c'était pas facile pour nous, un enfant de 12 ans que j'avais encore. Il fallait le faire parce que les règles c'était simple, si tu n'acceptes pas, on te tue. Donc. Et j'ai passé 10 années dans l'armée en tant qu'enfant soldat. Après, c'est grâce à la communauté internationale et le gouvernement, grâce à leur implication qu'on nous a Info Zapping du vendredi. À 14 députés membres de l'opposition parlementaire ont remis en cause les concertations nationales instituées le 26 juin dernier par l'ordonnance du président Joseph Kabila. Un texte dont ils exigent la modification, comme l'explique Jean-Claude Vouemba, député et président du mouvement du peuple congolais pour la République. M. Kabila, dans son ordonnance, a déjà mis tout en place, y compris le format, le règlement d'ordre intérieur ainsi que le thème. C'est pour cela que nous nous sommes dit non, il y a des préalables et que ces préalables doivent être respectés avant que nous prenions part à ces concertations. C'est pour cela que nous avons émis des préalables. Que nous puissions tout d'abord, avoir un comité préparatoire paritaire afin de préparer les concertations. Le président du Sénat, qui est en même temps co-présidium des concertations nommées par M. Kabila, informe comme quoi que M. Kabila a accepté les préalables. Mais si M. Kabila a accepté les préalables, il n'a qu'à modifier son ordonnance du 26 juin pour qu'il puisse intégrer les préalables de l'opposition. Et plus grave encore, M. Kengo Adondo, président du Sénat sortant, c'est très grave. Il vient de démissionner le gouvernement en disant que après les concertations, il y aura un gouvernement d'union nationale. C'est pour cela que nous disons clairement, l'opposition ira aux concertations pour que nous puissions parler réellement du Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller à ces concertations pour un poste de Premier ministre ou un poste de ministre.
C'était Jean-Claude Wemba, président du MPCR, joint par Morgane Guiriec. Toujours en politique congolaise, le MSR a suspendu sa participation à la majorité présidentielle. Un signe de protestation après la condamnation du député Muindo Nzangi pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce membre du mouvement social pour le renouveau avait critiqué les autorités congolaises lors d'une émission de radio diffusée à Goma. Les explications de Laurent Simon Ekenge, porte-parole du MSR. Le MSR a bel et bien suspendu sa participation à toutes les réunions et activités de la famille majorité présidentielle à la suite de la condamnation d'un député élu du MSR pour des faits non établis. Et qu'est-ce qui vous permet d'avancer cela? Il n'a pas été intentionnellement prouvé que le chef d'accusation retenu en charge de notre député était infractionnel. Alors, nous avons compris que la justice a joué le jeu de politiciens qui veulent mettre hors jeu un député, un adversaire. Notre député a été condamné sur une mauvaise interprétation des propos qu'il avait tenus au cours d'une émission publique. Laurent Simon Ekenge, porte-parole du MSR, interrogé par Morgane Guiriec.